8h18 sur les ondes de RTCI, c'est la matinale du week-end assurée par Mandorzi au micro du Studio 3, Wefeb Bouzaïd à la console technique. Et au studio, je reçois quelqu'un qui a donné du bonheur à des milliers d'amateurs de musique. Il est depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'événementiel et de l'organisation de spectacles. Il a fait de Tabarka un lieu incontournable du jazz et continue, malgré les difficultés, à nous offrir la fine fleur des artistes étrangers, aussi bien que locaux. Il s'agit de Mourad Mathari, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres au Studio 3 de RTCI. Mourad Mathari, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Mourad ? Ça va très bien. Cela fait un bon moment que l'on ne vous a pas vu dans les médias, Mourad. Alors, pourquoi cette absence ? Oui, c'est une absence volontaire, étudiée, mais aussi on nous a un petit peu poussé le système qui est en place au niveau de la culture et des procédures, nous a laissé réfléchir un petit peu à la situation. C'est ça. Effectivement, essayer de prendre du recul. De recul. Voilà, après l'épisode Covid où il y a eu des annulations brusques et où il y a eu des promesses de l'État pour soutenir les activités culturelles, ça a été annoncé. Il y a eu même des applications qui ont été mises en place sur le web pour remplir et demander un soutien comme l'ont fait tous les pays à l'étranger. Oui. Donc c'est un soutien pour pouvoir maintenir l'activité culturelle, le personnel, pour ne pas que les sociétés ferment. Donc on a dû subir tout ça tout seul, parce qu'il n'y a pas eu de suivi, ni de soutien du ministère des Affaires culturelles. Après, on est revenu petit à petit grâce à des partenariats spécifiques avec la Cité de la Culture. On a fait une Extended Session 1, une Extended Session 2. Ça a bien réussi. On a eu Yo-Yoma, on a eu Los Casal, on a eu d'autres artistes de jazz. On a fait le projet Night in Tunisia avec Yassine Boulaes, qui est un projet qui est devenu Oussoul maintenant. Yassine qui était là en Tunisie il y a quelques jours, du côté de Hammamet. Il est là jusqu'au mois de février. On va essayer de faire des actions ensemble. Donc ça a été assez difficile. On s'est dit, bon, pour repartir avec la session principale, c'était des budgets qui étaient lourds, essayer de revenir petit à petit et essayer de maintenir le contact avec notre public, nos fans. Qui attendent impatiemment ce genre d'événement, il faut le préciser. Exactement. Donc on a mis en place un accord, on a eu un accord de principe pour avril 2023, pour utiliser la salle de la Cité de la Culture, la salle du Théâtre de l'Opéra, avec un partenariat public-privé qui devait être mis en place. Sauf que ils se sont engagés par courrier et on a commencé les préparatifs, on a commencé à mettre en place une programmation, sauf que le directeur s'est rétracté en dernière minute sans aucune raison. On n'a plus eu de nouvelles pendant presque 9 mois. Donc heureusement qu'on a... Ce n'est pas le directeur actuel. Non, c'est pas actuel. Voilà. C'est celui qui est parti au Qatar. Oui, parce que le directeur actuel, Saïfallah Tarchouni, c'est quelqu'un que je connais parfaitement et qui est en train honnêtement de faire du bon travail et qui sait un peu de progresser. Il n'est pas là depuis très longtemps, je pense. Et je crois que s'il est à l'écoute, voilà, on lui lance un appel pour que la reprise se fasse. Il sait qu'il y a un contrat qui est en cours. Un contrat qui a été signé depuis 4 ans pour un partenariat pour des projets communs, soit de programmation, de concerts spécifiques de qualité, comme celui qui a eu lieu par exemple avec Yo-Yoma, où on a eu un public extraordinaire, un public qui n'est pas habitué à être vu dans les manifestations culturelles. D'ailleurs, le directeur, c'est pour ça qu'il s'est immédiatement engagé à mettre une date et un accord de principe, sauf qu'après quelques mois, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelles sont les instructions qui lui ont été données, ou s'il y a eu des interférences d'autres raisons. En tous les cas, le directeur actuel, je l'ai rencontré, il sait qu'il y a un accord et il sait qu'on devait se voir depuis le mois de juillet. Le rendez-vous, on l'attend encore pour essayer d'arrêter une date éventuellement pour 2026, mais j'ai pas l'impression qu'il le souhaite vraiment, parce que
Bon, en tout cas, on est en attente. En attente, et là, effectivement, on serait bien renseigné pour la suite de ce genre d'événements dont on a réellement besoin, Mourad Mathari. Alors, je rappelle que vous êtes occupé du jazz à Carthage il y a quelques années de cela, et d'ailleurs... depuis 2005. Voilà, depuis 2005, et nos amis qui sont à l'écoute, les fidèles d'ailleurs, vous posent cette question: pourquoi avez-vous laissé tomber le festival de jazz de Tabarka qui n'existe plus depuis... Donc là, vous parlez de Tabarka. Oui, là je parle de Tabarka, on reviendra bien sûr Tabarka, avec plus de détails pour l'événement que vous organisez la semaine qui vient. Alors brièvement, Tabarka a commencé dans les années 70, il y a eu un arrêt puisque ça a été repris par les autorités locales après 3 ou 4 ans de réussite. Donc ils ont écarté les promoteurs et le festival a périclité. Il est revenu dans les années 80, fin 90, en 97, et c'est reparti. C'est à ce moment-là que j'ai pu intervenir sous les instructions et la demande express de l'Office national du tourisme tunisien. En 97. En 97, jusqu'en 2003. Et après, oui, c'est pour ça que le nom de Mourad Mathari a été, comment dirais-je, lié à cet événement. Mais écoutez, moi, je veux juste vous présenter à ceux qui vous écoutent un aperçu des artistes et des légendes jazz et blues que vous avez eu l'occasion de présenter lors de ces festivals. Diana Krall, qu'on avait écouté. Alors, la liste que vous avez, c'est entre Jazz à Carthage et Jazz. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des festivals. Ouais. Oui, c'est Diana Krall, Melody Gardot, Barbara Hendricks, Ike Turner, Al Di Meola, que j'ai eu le plaisir de voir, Brentford Marsalis, Pink Martini, Joe Stone, Beth Hart, Baya Con Dios, Peter Cincotti, Keziah Jones, Roy Hargrove, Brad Meldo, grand pianiste, Kool and the Gang, The Temptations, The Commodores, oui, Earth, Wind and Fire, Diane Reeves, Ahmed Jamel, Al Jarreau, Herbie Hancock, Didi Bridgewater, Ray Barretto, Charlie Winston, Kurt Elling, Roberto Fonseca, Stanley Jordan, Stacey Kent, Ron Carter, qu'on vient d'écouter, Richard Bonnat, Lucky Peterson, Diana King, Liz McComb, Eddie Floyd, et j'en passe. Mais écoute, comment tu as fait, pour vraiment avoir cette possibilité de regarder tant d'artistes de ce niveau, d'un niveau extraordinaire? C'est la passion, c'est l'anticipation, c'est savoir gérer avec l'administration qui était autant compliqué que maintenant, sauf que maintenant il n'y a plus de solution parce qu'il n'y a plus de ministres qui prennent des décisions politiques. Avant, il y avait quand même un ministre qui décidait au final. Maintenant, c'est plutôt les fonctionnaires qui orientent la décision du ministre. Ouais. En gros, c'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a réellement un espoir pour que le jazz à Carthage revienne, et dans quelles conditions, Mourad Mathari? D'abord, la législation qui est mise en place actuellement est très compliquée. Elle est mise en place et coordonnée entre différents services du ministère. Ça veut dire de la culture. De la culture. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer d'une étape à une autre si on n'a pas eu des accords initiaux. Le cas de l'extended session qui était prévu la semaine prochaine à Hammamet, où le programme était prêt. Et que tout le monde attendait, oui. Et que les contrats sont signés et tout. est très simple. Là, on commence à travailler en octobre. On a une réponse à un mois. En octobre 2024. 24, oui. Et on a une réponse qu'en juillet 2025, c'est-à-dire un mois avant l'événement, et les réponses sont pas celles qu'on attendait. Et par exemple, sur ce cas-là, rapidement, pour ne pas rentrer trop dans les détails techniques, oui, parce que bien ça sûr, peut être mais pour comprendre un peu, c'est important. Donc, cette fois-ci, on a déposé un dossier. Il y a une commission qui doit se réunir pour regarder les contrats qui sont proposés. Cette commission est composée par 5, 6, 7 ministères, je pense. Et on nous pose des questions qui sont à la limite incompréhensibles et même qui remettent un petit peu en question le professionnalisme et
du promoteur qui a déposé le dossier. Surtout particulièrement qu'il y a quelqu'un qui doit organiser des sessions et des sessions. Voilà, le courrier qu'on avait reçu entre-temps lors de l'étude nous a un petit peu échaudé, voilà. Donc on a répondu, parce qu'il fallait répondre pour avancer. Alors c'était, je crois, une question de événements culturels ou non culturels, c'était ça. Ça jouait sur très peu de choses apparemment. C'était ça. Oui. Donc nous avions depuis 20 ans le caractère culturel, ça veut dire que la base de calcul des impôts et le taux... le taux appliqué s'applique à l'événement culturel. Donc en gros, pour ne pas trop rentrer dans les détails, on nous demande de payer 60% sur les cachets des artistes. 60% 60% parce qu'ils augmentent la base imposable. On ne nous a pas donné le détail de la base imposable. On ne nous a pas expliqué pourquoi on nous a enlevé le caractère culturel. On nous a Alors pour le caractère culturel, vous payez combien, Mourad ? 10%. Ah, de 10 à 60 ! C'est un peu comme les taxes de Trump, ça. Voilà, plus 15%. De retenue à la source. C'est ça. Là aussi, il y a un problème. C'est pas le problème de payer la retenue à la source. Non. Tout le monde dira il faut payer la retenue à la source. Bien sûr, forcément. On est d'accord sur ça. Sur l'impôt. Mais il demande de le payer avant même de commencer le festival et avant même de payer les artistes, alors que on nous a répondu du ministère des Finances que le paiement ne peut être considéré que lorsque le fait générateur est... le fait générateur, c'est la réalisation de la prestation. Exactement. Voilà. Enfin, du paiement. C'est ça, du paiement. Alors, nous allons faire une petite interruption pour écouter Hatem Bouriel dans Carnet Nomade et revenir à ces explications que nous fournit Mourad Matari, notre invité aujourd'hui dans la matinale. Carnet Nomade avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous poursuivons ces regards sur l'établissement des relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Tunisie. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce traité qui a été signé par Sadr Bey et qui a établi le consulat de la Confédération de l'Allemagne du Nord à Tunis. C'est en janvier 1871, le 18 janvier précisément, que pour la première fois, le drapeau allemand allait flotter sur Tunis. En effet, Berlin avait confirmé Charles Tüllin dans ses fonctions de consul général. Les archives consulaires allemandes ont gardé la trace du faste de la cérémonie d'inauguration grâce à une correspondance de Charles Tüllin à Bismarck. Tüllin y décrit la journée en termes lyriques. Il écrit « À 10 heures précises et par un temps splendide, le grand et glorieux pavillon fédéral monta solennellement et se déploya aux yeux de la population. À l'instant même, la musique militaire se fit entendre, l'artillerie salua de 21 coups de canon et les pavillons de tous les forts et consulats étrangers furent hissés simultanément. » Charles Tüllin poursuit son compte-rendu en soulignant que sur ordre du bey de Tunis, une garde d'honneur de 200 soldats avait pris place dès le matin à l'entrée du consulat. Il faut noter que, à cette époque, pour cette journée, il y avait 200 personnes en uniforme de gala. Charles Tüllin conclut sa correspondance en mettant en exergue les marques ostensibles d'un grand contentement parmi la population. Hasard de l'histoire ou geste politique, l'inauguration avait eu lieu le 18 janvier 1871, jour anniversaire de la fondation du royaume de Prusse et jour mémorable durant lequel le roi de Prusse avait été proclamé empereur d'Allemagne. Tels sont donc les tout premiers pas du consulat de l'Allemagne du Nord en Tunisie au milieu du XIXe siècle. À bientôt pour d'autres éditions du Carnet Nomade. Carnet Nomade avec Hatem Bouriel. Et on reprend notre entretien avec notre invité aujourd'hui dans cette matinale du dimanche 17 août 2025. Mourad Matari était en train de nous parler de l'imposition des spectacles qu'il allait donner
cet été. Et évidemment, là, il y a une imposition qui est franchement très très lourde et qui met en péril l'organisation de ce genre de spectacle. Exactement, surtout lorsqu'elle arrive très tard. Oui, en plus, puisque vous avez envoyé votre demande du mois d'octobre, c'est-à-dire après 9 mois. Et que les éléments qui constituent, c'est-à-dire le financement du projet, aussi dépendent des décisions du ministère de la Culture. Il y a eu des réductions budgétaires, il y a eu le retrait du caractère culturel, ce qui fait que ça augmente les frais. Et le fait d'attendre jusqu'à un mois avant l'événement, les coûts augmentent, essentiellement les coûts des billets d'avion. Donc on est tenu, en gros, on est tenu d'attendre et d'expliquer aux artistes qu'il faut les autorisations pour pouvoir d'abord les payer. Et deuxièmement, pour pouvoir engager les frais qui sont irrécupérables, généralement, c'est les frais comme les frais des billets d'avion. Donc on se retrouve avec un budget qui a explosé. Et ça, ils le savent, les responsables du ministère, parce qu'eux-mêmes organisent des festivals et ils sont confrontés à ce genre d'événements. Mais d'un autre côté, on se retrouve aussi taxé comme si on était un événement c'est-à-dire un événement qui a lieu, par exemple, dans les hôtels, avec des tables, des consommations. Oui, avec un rendement conséquent. Un rendement conséquent. Nous, on met des billets à 40 dinars. Et les autres, ils font des billets à 500, 1000, les tables à 5000 dinars. Bien sûr. Donc, on est considéré exactement pareil. Comme étant une activité purement commerciale. Voilà. Donc ça fait que je ne pouvais pas prendre la décision de poursuivre. Il fallait trancher. Je pense que vous êtes resté jusqu'au dernier moment, Mourad. On a suivi un peu les posts sur les réseaux sociaux, etc. Et vraiment... tout le monde était au courant qu'il fallait qu'on attende des réponses, les deux, trois réponses du ministère de la Culture. Les réponses sont venues quasiment en même temps parce qu'il y a une coordination. Ils s'appellent entre eux pour pouvoir pousser, laisser le promoteur s'engager, laisser le promoteur prendre des risques. Et après, on lui dit, voilà, vous avez ça. Il pensait certainement que je n'avais pas le choix. Donc quand j'ai appelé les droits d'auteur, par exemple, pour leur dire, écoutez, je ne vais pas poursuivre, comment vous êtes restés des années et maintenant vous revenez et vous voulez quitter? Je leur ai dit, messieurs, c'est 10% qu'on nous a compté, 60 000 dinars de taxes sur 110 000 dinars de cachet d'artiste, ça c'est pas possible, c'est pas gérable. Comment ils étaient un petit peu étonnés, mais ils le savaient. Ils le savaient, donc ils savaient qu'il y avait une volonté de nuire, ne serait-ce que par le côté financier. Mais c'est dommage parce que même le président de la République, Mourad Matari, en recevant la ministre de la Culture, avait pointé le doigt sur la qualité des festivals. Exactement. Et le fait de relever le goût, et là, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais historiquement, vous avez fait beaucoup de bien au pays, dans le sens où vous avez amené vraiment des artistes de très haut niveau. Il a parlé de Tabarka. Il a parlé de jazz, de qualité. De jazz à Tabarka. Donc c'est un connaisseur, c'est quelqu'un qui connaît bien et qui n'est pas très content du niveau qui est en train d'être fourni au niveau des festivals. C'est ce qu'on a compris, exactement, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on ne comprend pas tout à fait la procédure et l'approche des ministères. Vous savez, tant que le ministère est organisateur de 15 ou 16 festivals différents tout le long de l'année, tant qu'il y a une machine qui est derrière, du personnel, des équipes qui travaillent, qui vivent aux dépens de ces festivals et de ces budgets, on ne pourra jamais réussir. C'est une micro-industrie culturelle qu'ils ont fait. Ce n'est pas une industrie culturelle à l'échelle nationale. Là, il y a des artistes qui posent la question pourquoi les artistes tunisiens, etc. Les artistes tunisiens ne peuvent pas évoluer et les promoteurs et les agents ne peuvent pas investir dans un secteur s'il n'y a rien autour. Il n'y a pas de maison de production, il n'y a pas de... Il n'y a pas une industrie de production. Voilà, des différentes salles privées, publiques. Déjà, le fait pour obtenir une salle de spectacle, pour organiser un spectacle culturel, c'est la croix et la bannière. Pas de réponse. Dernière minute, ils font des appels à projets. Les prix sont hors prix. Louer une salle comme la salle de l'Opéra ou l'amphithéâtre romain de Carthage, c'est des prix qui sont inconcevables. Donc est-ce que c'est
Est-ce qu'aujourd'hui le ministère est là pour soutenir la culture, soutenir les promoteurs, soutenir les artistes? C'était en tout cas l'objectif de cette cité. Exactement. L'objectif de ces cités, c'est de proposer des spectacles locaux et étrangers de qualité. Puisque c'est du public, c'est l'argent du public, in fine. Exact. Malheureusement, on a vu quelques initiatives, comme le concert de Yo-Yo Ma, comme certains concerts qui ont eu lieu à la Cité de la Culture. Ça montrait une autre dimension de l'organisation. Et nous insistons pour que cela se renouvelle, Mourad Mathari. Alors, si on va un peu soyons un peu positifs, et malgré tout, vous êtes accrochés, et là, vous avez trouvé la parade. Alors, parlez-nous-en. Je suppose que vous parlez du projet Grassroots. Oui, c'est ça. Ouais. Ben oui. Donc, c'est pas une parade, c'est un projet qui a été discuté avec 5 festivals européens majeurs, des grands festivals, on a soumissionné pour un projet et on a obtenu 1 an après l'accord. Et là, il consiste à... Il fallait se préparer vraiment bien longtemps. Hein. Oui. C'est comme ça qu'il organise les choses. Hein. Voilà. C'est toujours 1 an à l'avance. Voilà. Oui. Donc, ce projet consiste à un concours. Chaque pays participant, chaque festival représentant son pays organise un appel à candidature et une sélection de 5 artistes locaux émergents. C'est ce qu'on a fait ici. Nous avons fait un appel à candidature via l'application Grassroots. Et nous avons eu 39 candidatures. 39. Et donc on a constitué un jury composé de 8 personnes. Ce jury a voté chacun de son côté via la plateforme. Et il y a eu donc un résultat qui a été mis en place par les 5 premiers. On a eu 2 qui ne pouvaient pas participer parce qu'ils étaient à l'étranger. On a pris ceux qui venaient juste après eux. Donc on a constitué une sélection qui a été approuvée aussi par les festivals parce qu'on a essayé de comprendre leur tendance artistique parce que l'objectif principal c'est que ces 5 qui vont passer la semaine prochaine du 20 au 22. C'est ça, ça commence ce mercredi. Ce mercredi, ils vont passer en live streaming. Il y aura des votes. Les Tunisiens peuvent voter pour leur artiste préféré. Très bien, ça c'est inédit ça. Voilà, donc ils peuvent télécharger l'application Grassroots, mais ça s'écrit Grassroots, mais ça se prononce Grassroots, c'est un jeu de mots. Donc ils peuvent la télécharger et à partir de là, soit voir en live streaming le concert. Et ils auront 14 jours. Ils peuvent le voir en live streaming. En live streaming, oui. D'ailleurs, même ils peuvent accéder pour 5 dinars. Donc c'est symbolique, c'était juste pour pouvoir contrôler à la porte. Donc, y a donc le prix d'accès, c'est 5 dinars. 5 dinars, oui. Ouais, d'accord, donc c'est quasiment gratuit. C'est accessible via le site jazzakartage.com ou easytick.com. Les gens peuvent réserver. Je pense qu'on va être complet aujourd'hui sur Yuma. Sur le premier concert. Yuma, certainement, oui. On va annoncer aujourd'hui, au courant de l'après-midi. Il reste quelques places sur les concerts qui vont suivre du 21 et du 22, c'est-à-dire avec Ilbux et Midnight Pin et Soudani. Et le dernier artiste, Nesrine El Jebr. Oui. Donc, ce sont des artistes qui sont connus, Mourad. Ils sont assez connus quand même. Ils sont connus dans le réseau tunisien. Soudani, je crois, est passé au festival de Hammamet. Ils sont passés, oui, mais c'est des artistes émergents. C'est ça, voilà. Parce que dans les 39, il y a des artistes qui sont beaucoup plus qu'émergents. Des artistes qui sont très connus, qui ont fait des sold-out. Et pourtant... ils n'ont pas été retenus. Disons qu'il y avait 2... qui sont passés mais ils ne pouvaient pas participer ou qui demandaient des conditions qui ne correspondaient pas avec l'esprit du concours. Donc ce qui fait, il y a beaucoup d'autres aussi qui étaient... En vérité, le vote était très serré. Mais bon, il y a un classement qui se fait automatiquement. Il faudrait bien qu'il y ait... À 0,1, 0,2, c'était assez serré, oui. Donc... nous, avec les festivals européens, lorsqu'on a proposé ce classement, ces artistes, ça correspondait très bien à l'esprit, c'est-à-dire il y a une variété, il y a du rock progressif, il y a du rap, il y a du jazz, il y a de la musique. Il y a plusieurs genres, en tout cas. Plusieurs genres de musique. Et c'était vraiment des artistes qui avaient besoin d'un soutien et d'une reconnaissance internationale. C'est l'objectif du projet. Alors, l'avantage, et ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 qui vont être retenus
pourront être invités dans ces festivals. Ici, Nossa Live au Portugal, c'est dans une plage où il y a 50 000 personnes et tout. Diget, c'est dans une île en plein milieu du Danube. C'est un festival qui fonctionne toute la journée. Donc c'est des festivals qui ont une programmation internationale impressionnante. Beaucoup. Ah oui, ça vaut le coup alors. Donc oui, c'est ça l'objectif. Et en plus, nous sommes prêts à... C'est-à-dire, chaque pays pourra recevoir des artistes de ces pays-là. C'est-à-dire, la Tunisie pourra recevoir 10... Il y a aussi un échange. Pourra recevoir les 10 artistes sélectionnés, il y a 2 par pays. Ils peuvent venir participer ici et ils seront pris en charge. Il n'y aura ni cachet, ni frais, mais ni juste rien. Une prise en charge. Une prise en charge par le promoteur du projet. Nous prendrons en charge nos artistes tunisiens lorsqu'ils seront demandés. C'est ça. Et vice-versa. Donc, c'est un projet qui est sympathique, c'est un bon projet. Ça permet une certaine visibilité pour les promoteurs tunisiens. Ça permet de découvrir et promouvoir les talents musicaux, une diversité musicale, ouverture aux influences internationales. Voilà, là aussi, on avait demandé le soutien et la coopération du ministère des Affaires culturelles, ne serait-ce que par... ils ont des budgets qui sont disponibles, qui sont encore au niveau de la direction de la musique, pour pouvoir faire des vidéos, par exemple, pour ces artistes, pas pour nous. Mais bien sûr, non, mais l'intérêt, c'est de promouvoir votre déjà réputation est derrière vous, Mourad Matali. Ouais. Donc, pour pouvoir... par exemple, donner un support vidéo de haute qualité pour ces 5 artistes pour qu'ils puissent avoir une visibilité et participer à... Oui, mais ça se joue là-dessus. Donc, ils ont le budget, la direction de la musique. Il y a eu ils ont mis 3 mois pour répondre à un refus. La ministre des Affaires culturelles, je vais lui parler de ce projet, de soutenir les artistes tunisiens. C'est leur rôle. C'est le rôle, attention, c'est pas une aide qu'ils vont faire à une société. Non, mais surtout qu'elle-même est une artiste tunisienne confirmée. Hein. Donc là, il n'y a eu rien. J'ai demandé un espace. Je voulais que ça ait lieu, par exemple, à Carthage, sur l'esplanade. On n'a pas eu de réponse. Faire le concours et envoyer à l'international une image de la Tunisie avec les ruines de Carthage, Ça fait de la promotion pour le pays. Ça fait de la promotion pour le pays. Personne n'a répondu, ni tourisme, ni culture. Et pourtant, lorsqu'on s'est réunis avec ces festivals, ils étaient tous très enthousiastes parce que pour eux, jazz à Carthage, c'est Carthage, ils connaissent l'histoire de Carthage, ils voulaient voir Carthage. Donc ça, l'État ne nous a pas permis de le faire. Pourtant, on ne demande rien. On demande juste de mettre à disposition un espace et à soutenir les artistes tunisiens. C'est leur prérogative, c'est leur... Oui, c'est en fait l'objectif, en tout cas, de ce ministère. C'est bien dommage, mais en tout cas, grâce à votre pugnacité, à votre persévérance, Mourad, on vous remercie, en tout cas, pour tout ce travail-là, parce que ça fait, encore une fois, la musique, c'est quelque chose qui rassemble, c'est quelque chose qui élève le goût. Et là, vraiment, on souhaite que ce genre de blocage disparaisse pour le bien du pays, pour le bien de la Tunisie. Il y a un bout de papier que la ministre peut faire sauter. C'est le décret, c'est un décret de juillet 2009 qui est déjà incohérent. De juillet 2009. De juillet 2009, qui a été mis en place spécifiquement par une famille spéciale pour pouvoir obtenir l'exclusivité du secteur, mais ça c'est une autre affaire. C'est une autre histoire, je ne veux pas trop rentrer dedans, mais ça a été commandité. Ça a été mis... comme pas mal de textes à cette époque-là. Hein. Voilà, donc on l'a découvert tous par surprise. Ils ont changé pas mal de procédures par rapport aux procédures qu'il y avait avant. Et ce décret donc, de 2009, il suffit que la ministre dise on n'a plus besoin d'une commission, on met par exemple une plateforme avec un guichet unique, juste pour que les autorités, ministère des Finances, ministère de la Culture, ministère de l'Intérieur, puis la Banque centrale puissent être informées automatiquement et qu'il n'y a pas d'autorisation. Parce que la Tunisie est signataire des accords de l'UNESCO de 2005. Et il y a la libre circulation des artistes. Oui, là, tout à fait. Là, si vous mettez des barrières et vous mettez une taxation... Vous êtes contre ces conventions. Voilà, exactement. Et imaginez un instant que les artistes tunisiens, demain, pour entrer en Europe ou aux États-Unis, on leur fait le même blocage.
Et c'est à la mode maintenant avec ce qui se passe. Bah oui, c'est vrai, il y a Et plus de réciprocité. restrictions, bah oui. Donc demain,